Je suis Cédric Hamelin, je suis encore architecte, même si j'ai fait un peu des arrêts, là je suis en train de reprendre, et cofondateur de Nebraska. Je m'appelle Mathilde Lapierre, j'étais architecte, je suis maintenant plutôt charpentière et je suis fondatrice avec Cédric de l'association Nebraska. Alors, un point sur ce que c'est que la paille. En fait, souvent on confond la paille et le foin. Le foin, c'est de l'herbe qui va servir à nourrir les animaux. La paille, c'est uniquement la tige qui vient porter un épi, qui porte du grain, qui porte de la farine. La farine, ça sert à faire de l'alimentation. Cette tige-là elle a différents usages. Donc déjà, on en fait un peu partout dans le monde, de la paille. Ça, c'est de la paille de blé. Dans le cadre des règles pro, on a réussi à faire passer que la paille de blé pour l'instant. Donc il y a tout un travail de développement sur la paille de riz, de plein d'autres pailles qui existent. Donc la paille, c'est uniquement cette tige-là. Alors les chiffres que j'ai ne sont pas les plus récents, mais ils sont issus d'une étude qui est super intéressante, qu'on trouve sur internet, ça s'appelle l'étude TerraCrea, qui date de 2014. Elle est super intéressante parce qu'elle est vraiment visionnaire. C'était une projection des ressources en bois et en paille à horizon 2030 et 2050 pour savoir est-ce qu'on aurait la ressource suffisante pour répondre à la entre guillemets, massification du nombre de bâtiments, ossature bois, construction écologique qui s'était déjà annoncé il y a plus de 10 ans. Donc cette étude-là, en 2014, disait qu'il y avait à peu près 50 millions de tonnes juste de paille qui étaient produites par an. Sur ces 50 millions, il y a 34 qui servent à l'élevage, 11 millions qui servent plutôt à l'amendement des sols, donc on réenfouit la paille en faisant de l'humus, faire vivre, nourrir le sol. Et il reste 5 millions qui ne servent vraiment à rien. Donc pour moi, en fait, toute la partie 45 millions sur les 50, c'est un coproduit, parce qu'en fait, on fait de la céréale, dont l'objet c'est de faire de l'alimentation. On s'en sert aussi pour d'autres usages agricoles, donc c'est un coproduit. Les 5 millions, pour moi, c'est vraiment un déchet agricole. Et donc là, 5 millions, c'est vraiment énorme et c'est annuel, c'est tout l'intérêt. Donc on peut puiser dedans tous les ans, et l'année d'après, on en refait. On estime qu'aujourd'hui, on utilise à peu près 5000 tonnes de paille par an. Donc entre 5000 et 5 millions, on a un coef 1000 de développement de la filière paille avant de commencer à ponctionner dans les coproduits. Et comme les coproduits sont aussi encore en train d'évoluer du fait de l'élevage qui se pose beaucoup de questions, et l'amendement des sols aussi. Et bah là du coup on a un peu 3 types de bottes de paille. Ça c'est de la paille de blé. Ça c'est une botte qui est pas très lourde. Elle est pas très dense. En fait elle n'est pas conforme règle pro parce que elle est en dessous de 80 kg du mètre cube sur base sèche. Mais on voit quand même des choses intéressantes. Tu vois là on voit vraiment un côté coupé. Tu vois on voit le ciseau en fait là qui vient couper la botte, et de ce côté-là, c'est plutôt quelque chose de plié. Donc en fait le brin, il est comme ça, il est en longueur, il est plié de ce côté-là et coupé de ce côté-là. En fait, si après j'ouvrais la botte, on verrait vraiment des espèces de tranches. C'est les pistons de la botteleuse qui viennent comme ça fabriquer des tranches. On appelle ça en fait des galettes. Voilà, donc ça c'est de la paille de blé. Là juste derrière, on a de la paille de riz. Je vais te l'amener un peu plus proche. Hop. Voilà, donc ça c'est de la paille de riz. Elle est beaucoup plus dense. Là on est plutôt aux alentours de 95 kg du mètre cube sur base sèche. Et vous voyez, elle est quand même, elle ressemble pas pareil. Elle est un peu différente, quoi. Elle est plus fine, plus entrelacée. Ça c'est beaucoup plus poussiéreux à la mise en œuvre. Mais voilà, sinon les caractéristiques sont quand même relativement similaires. Et là, on a de la botte de 22. Donc en fait, ça c'est intéressant, c'est une botte qui a été coupée. Bon, elle est un peu vieille, donc elle fait un peu la banane. Mais donc c'est une botte qui a été coupée en fait dans la longueur de la botte, qu'on a achetée à une association qui s'appelle Le Village, qui est dans le sud de la France. Donc ça c'est intéressant pour par exemple de l'ITE, pour isoler par l'extérieur un bâtiment. Du coup, c'est pas du tout aussi épais qu'une botte pleine. Bon, du coup, c'est moins performant, mais ça peut être intéressant dans certaines circonstances. L'intérêt de la paille dans la construction, c'est qu'en fait, on a des matériaux agricoles qui sont très abondants et en général proches des chantiers.
et ça permet de faire une très bonne isolation d'été et d'hiver. Donc ça c'est très important. L'autre intérêt aussi, c'est que c'est un matériau puits de carbone, donc en fait la plante, quand elle pousse, va métaboliser du CO2 et va stocker du coup du carbone. Tant qu'on ne la rebrûle pas ou que ça ne repart pas au compost, on va pouvoir faire un puits de carbone, comme on dit. L'autre intérêt aussi, c'est que ce sont des matériaux qui sont abondants, qui n'ont pas été faits pour le bâtiment, donc c'est pas concurrent des surfaces alimentaires. On va directement prendre les bottes de paille, c'est seulement la tige qui porte l'épi. Donc ces bottes, on peut les prendre sous certaines pratiques et sous certaines conditions, on peut s'en servir comme un élément du bâtiment, comme un isolant. Et nous, la particularité, c'est qu'on s'en sert aussi d'isolant porteur. Voilà, donc un peu les particularités et les intérêts. Le patrimoine construit en France est un des plus vieux au monde d'ailleurs. Il y a la maison Feuillette qui est à Montargis. Elle date de 1921, elle a été conçue par l'ingénieur Feuillette après-guerre. Donc il a appelé ça la maison isotherme, donc c'est une maison en ossature bois remplissage paille qui a été enduite des deux côtés. Et donc elle a plus de 100 ans maintenant, elle est toujours en très bon état de conservation. Donc, et on a fait un recensement en France, on estime qu'il y a à peu près 10 000 bâtiments. Pas seulement des maisons, on parle souvent de maisons paille, mais en fait on a plein de programmes qui ont été faits comme ça, jusqu'à des casernes de pompiers, des mairies, des écoles, enfin plein de types de programmes. Et à partir de ce laboratoire construit, on a pu justement en extraire des bonnes et des mauvaises pratiques. C'est tout l'intérêt. Concernant peut-être le patrimoine, il y a quand même la paille de seigle qui était quand même utilisée en toiture, donc le chaume. C'est quand même plus très utilisé maintenant, mais c'est quand même l'utilisation qu'on connaît sur l'utilisation de la paille vernaculaire. On a aussi l'usage aussi, je pense, tout ce qui est torchis, donc le remplissage du terre-paille sur les petites ossatures. Donc, la paille a quand même été longuement utilisée au cours du temps, parce que c'est une matière première qui est à côté, qui va fibrer justement de la terre, qui va permettre de faire pas mal de choses avec, quoi. Après, dans les différentes techniques là, qu'on va avoir aujourd'hui, il y a deux grandes familles, j'ai envie de dire, d'usage de la botte de paille. Il y a tout ce qui va être l'usage en tant qu'isolant, d'une ossature autre, c'est souvent en bois, qui va être autostable, qui va faire la structure du bâtiment. On va prendre cet isolant, on va remplir cette ossature, comme on pourrait prendre des panneaux de laine, d'autres isolants, laine de bois, laine de chanvre, enfin plein d'autres isolants. Donc on va plutôt mettre des bottes de paille à l'intérieur. Donc là, la botte de paille est entre guillemets un simple isolant, possiblement support d'enduit, enduit terre ou enduit chaud, ça fonctionne très très bien directement dessus. Et il y a des usages qui sont un peu différents, où la botte de paille va soit être structurelle, soit contribuer un peu à la structure des bâtiments. Donc dans les différentes techniques qu'on peut nommer, il y a la technique du grèbe, ça s'appelle, qui fonctionne très bien. Il y a un livre qui a été fait dessus, qui est une sorte de recette, un mode d'emploi. On va prendre la botte de paille, on va prendre ses ossatures. Donc elle a été vraiment très utilisée par le monde de l'autoconstruction dès les années 2000-2010, parce que c'était un mode de construction très simplifié. On a des ossatures qui sont quasiment toutes en 4x10, donc on a une palette de bois en 4x10, on a notre notice de montage, et on a l'explication de comment on y met les bottes dedans. Donc c'est des gestes très simples, des outils très simples, donc avec une circulaire, une visseuse, quasiment fait sa maison. Donc ça s'est beaucoup diffusé, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été faites comme ça, et là, la botte de paille est un simple isolant. La structure est un petit peu légère, et après, il y a les enduits qui sont coulés entre les ossatures. Ça, c'est la technique du grèbe, comme groupe de recherche écologique de l'ABES a été fait au Québec. Dans les techniques historiques du réseau, où la paille est un simple isolant, il y a la technique CST, cellule sous tension. Il y a une ossature simple, plutôt centrée, où la botte de paille est insérée entre les ossatures, et après elle est enduite des deux côtés. Au final, quand on analyse bien le sujet, finalement, les enduits, la botte de paille, vu l'ossature qui n'est pas contreventée, finalement, tout reprend un petit peu des efforts. Donc là, on est sur une technique un peu hybride. L'association Nebraska, on travaille sur plusieurs aspects en fait, du développement de la paille porteuse, parce que en fait, nous, l'objectif vraiment de l'asso, c'est de permettre à beaucoup plus de gens, c'est vraiment de diffuser la technique, et donc l'enjeu de la réglementation est hyper important. Donc on a un gros travail qu'on mène depuis plusieurs années, avec un groupe national au sein du RFCP. On a coordonné l'écriture des règles pro, donc qui est en ce moment soumise à la QC, qui est à l'étude. Donc il y a encore un certain nombre d'allers-retours, je pense, avant de pouvoir vraiment faire éditer les règles pro. Il y a encore pas mal de travail. Donc ça, c'est un gros morceau de l'asso. Ensuite, on construit des bâtiments. On construit à peu près 3 bâtiments tous les ans en paille porteuse. On essaye de choisir des bâtiments assez emblématiques qui se voient,
où il y a des bureaux de contrôle, où il y a des ERP, où il y a du public, voilà, des choses un peu comme ça. On fait aussi des études pour d'autres gens, pour d'autres projets sur lesquels on ne fait pas le chantier. On fait aussi de la sensibilisation, on va dans les écoles d'archi, on parle de la paille en général, la paille porteuse. Puis un autre aspect, on fait de la recherche, on va dans des labos, on construit des bouts de mur, on les enduit, on leur pousse dessus, et on regarde à combien ils cassent, quoi. On étudie un peu le comportement en fait, mécanique de la paille porteuse. Et puis pour pouvoir du coup diffuser cette technique, le dernier enjeu c'est aussi la formation des pros. Et donc on fait trois formations dans l'année à destination des pros, aussi des autoconstructeurs, il y en a quelques-uns que ça intéresse. Et donc le but c'est de former à la technique, créer un document et que du coup comme ça cette technique soit vraiment bien encadrée. Parce que le but c'est aussi de bien construire en paille porteuse, parce que c'est vrai que dès lors qu'un bâtiment en paille porteuse est mal construit, ça fait super mauvaise presse, alors que bon, des fois c'est un peu le jeu du hasard aussi, et donc c'est important que la technique se diffuse bien. Il y a un gros enjeu en fait de ce côté-là. Et ben on est à Grenoble. C'est notre maison en fait, la première. Derrière c'est nos voisins. Donc c'est en fait une parcelle, c'est un ancien terrain de pétanque. Là c'est l'hôtel, ils ont séparé la parcelle, donc c'est une parcelle super étroite, qui est en fait assez longue, elle fait 40 mètres de long. Et quand on l'a acheté, en fait il y avait déjà des platanes adultes qui étaient là, qu'on n'avait pas le droit de couper, qu'on n'avait pas non plus envie de couper. Donc on a un peu construit la maison en fait autour des 3 platanes là qui sont là. Ouais, donc c'est une maison en paille porteuse. Je disais, il n'y a pas que la paille qui porte, en fait, il y a aussi des éléments en bois. Par exemple, il y a toute la façade sud. On voit des grands poteaux qui tiennent en fait les menuiseries. Et donc ça, bien sûr, c'est le bois qui porte le poids. Et le solivage, en fait, il est dans le sens de la longueur là, de la maison. Donc d'un côté, ça porte sur les poteaux bois et ça porte en fait sur le mur arrière. Et donc c'est un système un peu hybride parce qu'on voit qu'il y a un bardage. C'est pas très courant pour les bâtiments en porteur. Et donc à l'intérieur on a un enduit, au milieu on a la botte de paille et à l'extérieur on a une espèce de fine ossature qui sont les éléments de bardage qui sont un peu plus en saillie. Et donc eux aussi reprennent un peu de charge. Et en fait entre la paille et le bardage on a aussi un panneau de contreventement qui reprend en fait le contreventement. C'est ce que normalement en paille porteuse on a enduit, paille, enduit, et donc ça remplit en fait le rôle qu'aurait eu l'enduit à cet endroit-là. Donc on voit en bas le mur béton. Au-dessus, il y a donc la lisse basse. Derrière le panneau, là, le panneau gris, il y a en fait la botte de paille qui est déjà là. On a la botte qui monte comme ça sur 7 rangs. Ensuite, on a une lisse haute qui vient faire la compression. Ensuite, on a le solivage qui se situe en fait au niveau de la tôle alu. On a le solivage et puis après, en fait, rebelote, on fait exactement la même chose. Lisse basse, les 7 rangs de bottes et lisse haute, compression et puis le plancher haut qui sert à soutenir la couverture. Alors la filière paille, elle a été très informelle depuis les années 70. Parce qu'en fait, par conviction, par militantisme, les gens commencent à faire une maison très isolée, choc pétrolier, une première maison bien isolée, une deuxième, une troisième. Les pratiques se sont échangées dans l'Europe. Les homologues en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, enfin tout le monde a expérimenté beaucoup, grâce aussi à une revue, The Last Straw, ou The Shelter en fait aux États-Unis, qui est venue jusqu'en France. Et il y avait une grosse expérimentation aussi aux États-Unis. Donc les pratiques se sont bien échangées, les gens voyageaient, allaient voir les autres, et en fait par l'autoconstruction, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été faits comme ça, jusqu'à se rendre compte dans les années 2000, début 2000, entre 2000 et 2005, que finalement il y avait plein de gens qui expérimentaient, chacun dans son coin, sans forcément échanger sur les pratiques, et du coup tout le monde avait un peu l'impression de patiner ou de réinventer la poudre à chaque fois. Et donc il y a les premières rencontres, je crois que c'était en 2004, mais le réseau s'est réuni, et a commencé à partager ses pratiques en disant moi j'ai fait une maison, j'ai fait même 2 maisons, j'ai fait une première, je l'ai vendue, j'en ai fait une deuxième, et du coup moi pour faire les fondations, le rapport au mur j'ai fait comme ça, mon mur je l'ai fait comme ça, l'isolant je l'ai utilisé comme ça, je l'ai fait 10 fois, ça a très bien marché, et ça je l'ai déjà fait 3 fois, ça ne marche jamais. Donc ce qui a été super intéressant, c'est que pendant ces rencontres-là, on s'est rendu compte qu'il y avait
vraiment un esprit open source qui était déjà en place. Et les gens partageaient les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc très rapidement, l'idée ça a été de faire une association nationale, qui au départ s'appelait les Compagnons, c'était en 2005. Et donc l'idée c'était de réunir ces gens 2 fois par an, de les faire se rencontrer et échanger sur les pratiques et voilà, faire vivre un peu la filière. En quelques années, on a réussi à collecter plein de dessins. Donc de comment on faisait un raccord de menuiserie, comment on faisait un raccord au plancher, un raccord au toit, comment on faisait un enduit-terre, quelles étaient les pratiques pour faire un enduit-terre ou un enduit chaud sur des bottes de paille. Donc on a collecté tout ça et comme tout le monde avait beaucoup de difficultés à atteindre l'assurance pour construire, donc en autoconstruction, l'assurance décennale, bon, c'est un sujet un peu en marge du fait qu'il y a un flou juridique qui ne permet pas aux gens qui font de l'autoconstruction d'accéder à l'assurance décennale, du coup on le fait par défaut. En tant que professionnel, on a besoin de cette assurance décennale. Du coup, on s'est dit que pour un jour, peut-être, arriver à ce que des pros arrivent à avoir des assurances décennales et construire de façon complètement habituelle pour tout le monde, on a commencé à formaliser ce recensement des pratiques et on s'est dit qu'on allait faire un guide des bonnes pratiques. Donc ça, c'est un travail entre 2007 et 2008-2009. On s'est dit on fait un guide des bonnes pratiques et en fait, la filière s'est vraiment engagée très fortement dedans. On était plus de 200 dans les rencontres qu'on appelait des festipailles à l'époque. Et on faisait des groupes de travail sur le guide des bonnes pratiques paille. Donc au démarrage, il y avait toutes les techniques confondues, paille porteuse, paille remplissage, le grès, enfin, tout le monde était inclus dedans. Tout le monde disait, moi, dans ma technique, je fais comme ça. Et l'idée, c'était d'arriver à alimenter ce document-là de tout ce qui marche bien et de lister tout ce qui ne marche pas. Pour que d'autres puissent faire au moins aussi bien et que ça se répande. Et ça a tellement bien fonctionné ce travail sur un guide des bonnes pratiques que dès 2008-2009, on s'est dit en fait on va faire un DTU, document texte unifié, sur la construction paille. Et pour faire un document DTU ou des règles pro, il y a 3 piliers. C'est un laboratoire construit, ce qu'on avait, un quorum professionnel, ce qu'on avait. Il y avait des charpentiers, charpentières, entreprises de maçonnerie, il y avait un peu tout le monde, des archis, j'étais un peu le seul archi à l'époque, mais rapidement il y en a d'autres qui sont joints au travail. Et donc on avait ce quorum professionnel, ce laboratoire construit, et il nous manquait un guide technique. Et donc le guide technique, on avait commencé à écrire, on s'est dit en fait il est suffisamment costaud, et on va aller sonder le gouvernement pour dire est-ce que vous seriez prêt à entendre ou au moins analyser le document. Ils ont dit oui évidemment c'est notre travail. Et donc on a commencé à écrire ce DTU pendant 2-3 ans, on l'a présenté et finalement on a décidé d'aller jusqu'au bout, mais de ne pas le garder sous forme de DTU, de passer sous forme de règles professionnelles. Uniquement parce qu'en fait, pour changer des règles pro, c'est beaucoup plus simple. Le quorum professionnel se réunit et décide d'amender le document, le modifier. Il y avait une coquille à tel endroit, ce serait mieux de le dire de telle manière, on a des nouvelles pratiques à faire rentrer. On se réunit, on refait le texte, on le représente au gouvernement. C'est l'AQC, l'Agence Qualité Construction, la Commission Prévention Produits, la C2P. On leur représente le texte et si c'est validé, on fait une réédition du document. Point. Pour un DTU, c'est beaucoup plus long. Donc on est resté sur les règles pro. Et ce travail a pu aboutir, il a été reconnu définitivement en 2012. Donc depuis 2012, des entreprises, des archis, n'importe quelle entreprise qui se forme à ce texte-là peuvent aller voir assez simplement leur assureur pour dire « je suis une norme, j'ai été formé, je veux l'appliquer, je veux une décennale ». Donc grâce à ça, depuis 2010, la construction a vraiment beaucoup augmenté. C'était un travail qui était vraiment... on avait beaucoup d'éthique sur ce travail-là. Donc l'idée, ça a été de rester sur des obligations de résultats et pas de moyens. Donc en fait, on a dit une botte de paille agricole qu'on va chercher directement chez les agriculteurs ou les agricultrices. On la prend et sous telle considération de densité, de géométrie, de teneur en eau, on va pouvoir l'utiliser directement dans un bâtiment sans qu'elle passe par le circuit d'achat dans un magasin. Donc l'intérêt, c'est évidemment d'aller alimenter financièrement le monde agricole directement, sans intermédiaire. Et pareil pour les techniques, on n'a jamais dit il est obligé de prendre cet élément-là et de le mettre comme ça. On a dit, on prend cette botte de paille sous ces caractéristiques, on l'insère et on doit atteindre telle performance thermique, telle performance acoustique, ne pas avoir de vide d'air, les enduits doivent tenir dessus, tout doit être très cohérent. Donc on est très fiers de ça, c'est qu'en fait depuis on a conservé quand même la possibilité d'innover, bien qu'on ait une norme en place. Un des gros intérêts dont on n'a pas parlé de la paille porteuse, c'est que en fait, la paille porteuse, c'est donc des bottes empilées, un peu comme des briques, et sur lesquelles on vient poser une poutre de répartition qui s'appelle une lisse haute. Et en fait, du coup, dans des murs en paille porteuse, il n'y a quand même pas beaucoup de bois. Voilà, selon
comment on considère, comment on compare par exemple un mur ossature bois, on est entre 2,5 et 4,5 fois moins consommateur de bois. Et donc c'est quand même intéressant de regarder ça parce que si on ne fait pas des gros changements sur la filière bois, en fait, à partir de 2050, on va devoir commencer à vraiment importer beaucoup de bois. Il y a une étude Terra-Créa là, qui montre qu'à peu près, je crois, 30% du bois va devoir être importé, ce qui est quand même super dommage parce que du coup, on fait en fait des constructions avec certes du bois, mais s'il a fait, je sais pas, 5000 km, c'est quand même déjà vachement moins intéressant. Une réflexion qui est intéressante à mener pour la filière bois, c'est de travailler du coup sur des plus petites sections, avec du coup des feuillus en fait qui mettent plus de temps à pousser, et donc qui sont moins longs, qui sont moins gros. Et du coup l'intérêt en fait de la paille porteuse, c'est aussi que les lisses, comme c'est des poutres de répartition, c'est pas des vraies poutres en fait qui posent entre deux appuis. Ça veut dire qu'on peut utiliser en fait des petits bois. Nous on a même fait des lisses en 6-8. Bon, ça c'est peut-être un peu trop petit, mais voilà, sur du 45-145, ça suffit largement. Et du coup, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut passer aussi des bois qui peuvent pas trop passer ailleurs en structurel, en poutre pour un plancher. L'autre intérêt, c'est que du coup, plus d'isolant, moins de chauffage, moins de clim, moins de tout ça. Sachant que la botte de paille, que ce soit la paille porteuse ou pas, en fait, a un très bon déphasage, donc en fait c'est un très bon isolant aussi pour l'été. C'est un déphasage de plus de 12 heures, donc en fait on arrive à faire de la surventilation nocturne pour arriver à amortir les coups de chaleur la journée. Voilà, donc ça c'est un peu l'intérêt de la paille porteuse, puis c'est aussi, il y a peu ou pas de matériaux industriels. Alors l'industrie c'est chouette, on s'en sert pour plein de trucs, mais ça a toujours un impact environnemental moindre que des matériaux bruts en filière courte, matériaux premiers qu'on trouve dans un rayon de 50 km autour de chez nous. La paille porteuse c'est globalement... pour la faire en caricature, ça va être des bottes de paille, de la terre du site, de la chaux pour l'extérieur plutôt, du bois feuillu de petites sections dans le meilleur des cas pour faire des lisses basses et des lisses hautes. Donc voilà, et du coup plein de savoir-faire, de l'intensité sociale, donc ça c'est un peu tous les avantages qu'on y voit. On peut quand même citer des freins, je pense, pour le coup de voir un peu les freins au développement de la paille porteuse. Les freins on les a un peu vus, il y a tout le cadre normatif, assurantiel, un peu tout ça qui va permettre un grand développement. Petite parenthèse, toute la filière paille va quand même beaucoup se développer là dans les 5 ans qui viennent parce qu'en fait il y a un appel à projet qui a été lauréat de l'ADEME. Le RFCP a porté tout un tas de partenaires et donc en fait il y a un gros financement qui est allé chez différents partenaires de la filière paille, paille hachée, paille remplissage, les éco-panneaux, un peu tout le monde, la paille porteuse, tout le monde a du financement pour faire reconnaître ces pratiques. Donc ça on va avoir du coup un essor très important qui sera décuplé par les prochaines réglementations thermiques. La RE 2020, c'est un petit démarrage vers les analyses de cycle de vie. La prochaine RE 2025, peut-être plus, sera plus exigeante. Donc tout ce qui va stocker du carbone ou limiter l'usage d'autres matériaux, donc les géosourcés et biosourcés vont exploser complètement. Mais en attendant tout ça, qu'il n'y ait pas de cadre normatif et tout ça, le frein au développement de la paille porteuse, c'est qu'en fait on fait des murs qui finalement sont... ce qui reprend les charges, ça va être des bottes de paille précomprimées avec des enduits dessus, donc des panneaux sandwich. Et ça, c'est des capacités portantes qui ne sont pas extraordinaires. Donc on fait très facilement du rez-de-chaussée évidemment, du R+1 sans trop de complexité, il n'y a pas de problème. R+2 en petite botte, on commence à se poser les questions, il va falloir faire migrer des efforts à tel endroit, faire coporteur, délester les endroits, les cloisons, au lieu de les faire avec des matériaux qui ne portent rien, on va les faire plutôt avec des matériaux porteurs. Donc on va combiner, on va déjà commencer au R+2 à se poser des questions pour avoir des coeffs de sécurité suffisants. R+3, aujourd'hui en petite botte, on n'en connaît pas. Au calcul, ça passe, mais les coefficients de sécurité réduisent. Donc en fait, on travaille aussi à l'amélioration des performances thermiques des parois paille porteuses. Et en attendant, on peut utiliser des bottes plus grosses, on appelle ça les bottes matelas ou les grosses bottes, où là on a des capacités portantes bien supérieures, il y a des R+3 qui ont été faits comme ça. On sait que ça porte encore plus, mais on a la contrepartie d'avoir des bottes plus larges encore. Donc on a des bottes qui vont faire 70, en plus haute densité. Donc ça c'est un frein au développement, sachant que aujourd'hui, ça va évoluer évidemment, mais à peu près 40% de ce qui est construit en neuf par an en France métropolitaine, c'est de la maison individuelle. Donc avant qu'on arrête de faire de la maison individuelle, on est encore à 40% possiblement fait en partie par de la paille porteuse. Voilà, ça marche très bien. Et si on ajoute les petits collectifs en R+2, on rajoute encore, je crois, 15% de mémoire. Donc en fait, on a énormément, on a des centaines de milliers de logements qui peuvent être faits en paille porteuse, même si on a cette limitation de hauteur.
Et le développement à terme de la paille porteuse, ça va être plutôt de la coporteuse sur des bâtiments qui ne seraient pas assez costauds. Donc ramener devant un mur, soit en botte de 36 contre le mur, soit en botte de 46 carrément redescendu au sol comme on l'a fait l'an passé, soit après en demi-botte. En bref, tout le développement sera plutôt orienté vers des surélévations ou la réno.